mardis et des vendredis à partir de 16h juste, mesdames et messieurs, bienvenue. Une émission à bâton rompu, un homme de droit encore sur ce plateau, un habitué de ce magazine. Avec lui, nous ne parlons que souvent du droit, même s'il s'agit des questions politiques, mais ses réponses sont toujours liées au droit. Mesdames et messieurs, Maître Justin Okoto sur ce plateau. Avec lui, nous allons discuter sur plusieurs questions du droit et sur d'autres questions d'actualité politique. En tant qu'analyste politique indépendant, mesdames et messieurs, bienvenue. Maître Justin, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, grâce à Dieu. Je l'espère aussi, de même pour vous. Je suis éprouvé. Je viens de perdre une petite sœur. Oh là là, toutes nos condoléances. Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, Maître Justin, je pose toujours la même question à tout invité, que vous soyez juriste, politique. Comment se porte la RDC? Oui, la RDC se porte plus ou moins bien, je peux le dire ainsi, plus ou moins, parce que dire que tout marche bien, ça c'est vraiment menti, parce que vous n'avez pas besoin de réfléchir deux fois pour constater que chez nous, il y a encore beaucoup de choses à faire. Dans tous les secteurs de la vie, il y a vraiment des difficultés, mais bon voilà, nous croyons que tant qu'on est vivant, on doit toujours s'efforcer, faire des efforts pour aller de l'avant. Et voilà, maître, j'aimerais vous poser cette question toujours par rapport à la RDC. Comment vous voyez la manière dont le droit est appliqué dans notre pays? Et madame, les droits... l'applicabilité sur les questions du droit. L'applicabilité, cette question-là est très très préoccupante parce que en réalité, il y a plusieurs facteurs, plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. Et vous-même, vous savez, à commencer par le président de la République qui dit que la justice est malade et ça saute aux yeux au regard même de la qualité des décisions qui sont rendues, au regard des structures humaines, c'est-à-dire les personnes qui animent cette institution de la justice. Nous avons vraiment des sérieux problèmes dans tous les secteurs parce que le droit vraiment n'est pas appliqué tel qu'il faut. Et il y a plusieurs causes. Plusieurs causes. Les causes sont vraiment légion. Et d'abord, au niveau des réformes, d'abord les textes sont devenus d'abord obsolètes. Il y a des textes qu'il faut révisiter aux réalités actuelles, à l'évolution de la société. Et imaginez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'utiliser des textes de droit qui ont été élaborés depuis l'époque de la colonisation. Vous voyez? Et aujourd'hui, en réalité, les faits sociaux actuels doivent amener à la révisitation de ces textes-là pour les adapter aux réalités de la société. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous avons des sérieux problèmes des acteurs qui sont censés appliquer ces textes-là. D'abord, au niveau de la formation, les gens ne sont pas formés. Et vous avez, à ces niveaux-là, je cite principalement les magistrats et les avocats aussi, que nous sommes. Nous ne sommes pas bien formés. Aujourd'hui, il est difficile de voir les juristes dans son ensemble, c'est-à-dire les magistrats, les avocats et autres, prendre du temps pour se former. Parce qu'il faut à un certain moment s'actualiser. En réalité, un juriste est un éternel étudiant. Parce qu'il doit se perfectionner tout le jour. Donc, il doit y avoir aussi une série de recyclages. Des recyclages dans tous les niveaux. Mais il y a un problème sérieux. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et quand on ne connaît pas, on va donner seulement l'ignorance. Et donc, on est appelé à se perfectionner, à se actualiser, et voire même, il faut faire ce qu'on appelle la fertilisation croisée. C'est-à-dire voir un peu ce qui se passe ailleurs, comment les avocats d'ailleurs, d'un autre pays, même d'Afrique, comment ils se comportent, comment est appliqué leurs droits. De la même manière aussi, les magistrats aussi. Il faut cette synergie-là, ça permet, dans le cadre du droit, d'inspiration aussi étrangère. Je ne dis pas qu'il faut tout copier, il faut tout décalquer, mais au moins, vous pouvez aussi vous référer ailleurs,
pour adapter et aménager votre système juridique en interne. Maître, alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nous avons des interprétations autrement par rapport à certaines tendances? Donc le droit est interprété selon la tendance d'une personne politique. Oui, je pense qu'il y a déjà des techniques d'interprétation du droit. Le droit peut être interprété, je ne citerai pas toutes les techniques, il y a des interprétations téléologiques, par exemple, il y a des interprétations doctrinales, des interprétations littérales, et il y a aussi des interprétations juridiques. Par exemple, l'interprétation téléologique, c'est une interprétation qui est axée sur les biens fondés même du texte. Pourquoi on a élaboré les textes? C'est pour résoudre quel objectif? Pour atteindre quel objectif? Alors, cette interprétation-là est objective. Elle est débarrassée de toute tendance politique. Je ne peux pas interpréter un texte juridique parce que je dois satisfaire à un besoin politique. Et là, vous vous écartez de l'objectif fixé par le texte. Et c'est ce qui est déconseillé. Et donc, tout dépend de la tendance, mais ce qui est conseillé, il faut interpréter, voulais-je dire, un texte juridique au regard des attentes, des objectifs visés par l'élaboration de ces textes-là. Et voilà. Maître, j'aimerais un peu que nous parlons sur cette question qui vient de refaire surface, sur la révision constitutionnelle. Maître, la révision constitutionnelle, on en parle maintenant. C'était une question qui était soulevée il y a quelques mois passés, mais dernièrement, le secrétaire général, bon, aujourd'hui, il y a le bicéphalisme qui se règne au sein de l'UDPS. Hein. Ils ont 2 secrétaires généraux. C'est Augustin Kabouya. Selon lui, on doit revoir d'air, c'est changer même la Constitution. J'aimerais un peu que nous discutions là-dessus. Quand est-ce qu'on peut changer la Constitution ou réviser la Constitution? C'est vraiment une question très pertinente et j'aimerais être franc vis-à-vis de vous et ma réponse, peut-être qu'elle serait inquiétante, mais au moins ça va rester logique. Nous devons rester honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. La Constitution, c'est une notion du droit constitutionnel. En réalité, le droit constitutionnel, c'est quoi? C'est une branche du droit public qui étudie le fonctionnement des institutions politiques de l'État. C'est une branche du droit public qui vise l'organisation, qui étudie l'organisation et le fonctionnement d'un État. Et s'il faudrait revenir à la Constitution, c'est quoi la Constitution en réalité? C'est un texte fondamental qui fixe l'organisation, le fonctionnement et la compétence des institutions politiques d'un État. Et c'est un texte même fondateur de l'État. Parce que c'est un texte qui fixe des bases pour définir c'est quoi l'État en réalité. Et donc, la Constitution, elle est différente de toute autre loi ordinaire, organique. C'est différent. Et donc, si aujourd'hui, nous sommes en train de faire des émissions, c'est parce que le journalisme a été évoqué dans la Constitution. Oui. Si aujourd'hui, nous avons l'institution président de la République, c'est parce que ça a été prévu dans la Constitution. Si nous avons le gouvernement, si nous avons le cours et tribunaux, parce que vous avez évoqué la question de la justice, qui relève du pouvoir judiciaire. Et cela a été consigné dans la Constitution. Et donc, la Constitution, c'est un texte qui fonde en réalité un État. Parce que tout se retrouve dedans. Quand bien même, il se limite à poser des bases et que ces bases sont échelonnées dans des lois organiques, ordinaires et voire même dans des actes administratifs. Alors, s'il faudrait que je réponde à la question de quand est-ce qu'il faut changer des constitutions ou réviser la Constitution,
il faudrait qu'on se fixe l'esprit quant à cette question. Il y a la différence entre le changement de la Constitution et la révision de la Constitution. Parlons maintenant de la révision de la Constitution. En réalité, la Constitution n'est pas une Bible pour nous les chrétiens, encore moins un Coran pour les musulmans. Ça veut dire qu'on peut réviser la Constitution. On peut réviser la Constitution. Il n'est pas interdit que la révision de la Constitution soit prévue. Pourquoi? Parce que d'abord, la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de révision de la Constitution. Alors, maintenant, qu'en est-il de notre pays, de la République démocratique du Congo? Notre pays, actuellement, il est régi par la Constitution du 18 février 2006. Elle a été révisée récemment ici le 20 janvier 2011 par la loi de cette date-là portant révision de certaines dispositions de la Constitution. Et ici, madame, il est important de relever qu'il y a deux pouvoirs. Nous avons d'une part le pouvoir constituant originaire et d'autre part, nous avons le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant originaire, c'est un pouvoir qui met en place une constitution de l'État. Et nous avons aussi le pouvoir constituant dérivé. C'est ce pouvoir-là qui a reçu mandat de pouvoir réviser certaines dispositions de la Constitution. Alors, qu'en est-il de la révision en réalité? Comme je viens de le dire, que les mécanismes de révision de la Constitution sont prévus par le constituant lui-même. Et dans le cas d'espèce, vous avez l'article 218. En ce qui concerne notre... Je vais le lire, j'ai ma Constitution dans mon téléphone, si vous le permettez, avec votre autorisation. Alors, l'article 218 de la Constitution du 18 février 2006 dispose ce qui suit. Cet article nous dit, d'abord le titre dit ce qui suit. Excusez-moi, je retrouve. Voilà. 218, oui, je ne me suis pas trompé, oui, c'est ça. L'article 218 de la Constitution du 18 février 2006 dispose ce qui suit. L'initiative, d'abord le titre, c'est le titre 7, parle de la révision constitutionnelle. Et l'article 218 dispose que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République, au gouvernement de la République et à chacune, voulais-je dire, des chambres qui constituent les parlements. Et aussi, une fraction du peuple, de 100 000, peut aussi initier la procédure de la révision constitutionnelle. Et ça, c'est l'article 218. Mais maintenant, cette même disposition dit qu'on ne peut pas revoir la Constitution dans son ensemble. On peut révisiter certaines dispositions de la Constitution qui sont révisables. Parce que comme je vous ai expliqué auparavant, que nous avons des pouvoirs, il y a le pouvoir dérivé, il y a le pouvoir constituant originaire. Le pouvoir dérivé, c'est un pouvoir limité. Le pouvoir constituant dérivé, c'est un pouvoir limité. Il ne peut pas revoir n'importe quelle disposition de la Constitution. Qui détient le pouvoir dérivé? Pardon? Qui détient le pouvoir dérivé? C'est le Parlement. Le Parlement. Le Parlement, c'est un pouvoir spécial à qui on a reconnu le pouvoir de pouvoir révisiter certaines dispositions uniquement. Mesdames et messieurs, Actu 60 est une émission aussi pédagogique
Nous vous prions de bien suivre, s'il faut le dire, cet enseignement de la part de Maître Justin Okoto. Nous parlons droit aujourd'hui. Allez-y. Oui, merci beaucoup, madame. Alors, maintenant, l'article 218 dit clairement ce qui suit. Il dit non, je suis à l'article 219 qui dit ce qui suit, qu'aucune révision de la Constitution ne peut intervenir pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre ou pendant l'état d'urgence. Et vous le savez tous qu'actuellement, notre pays est dans une situation d'état de siège. Et que pendant ce moment ici, on ne peut pas penser à la révision constitutionnelle. Ah bon? Parce que c'est le constituant lui-même qui interdit cela. Qu'on ne peut pas réviser la Constitution pendant que nous sommes pendant l'état de siège ou d'urgence ou pendant l'état pendant l'état de guerre. De guerre. Alors, donc, comme nous sommes en guerre, on ne peut pas envisager la révision de la Constitution. Deuxième obstacle, c'est l'article 220 de la Constitution qui le dit. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez relevé, tantôt les gens parlent de la révision et ils concluent au changement de la Constitution. Ce qui est une démarche impossible. On ne peut pas changer la Constitution dans un contexte normal. Comme aujourd'hui, à moins que si on est dans une situation de coup d'État constitutionnel. Vous voulez basculer dans une autre république, vous suspendez, vous mettez fin à tout ça, et puis vous organisez, vous établissez un nouveau ordre juridique constitutionnel. Là, on peut accepter. Mais parce que vous avez évoqué les CG de l'UDPS, qui disait à un certain moment, non, moi-même je connais les faiblesses de cette constitution, pour avoir été une fois l'informateur, c'est comme si, bon, je ne sais pas si quand on est informateur, on a la maîtrise de la Constitution. Non. On est informateur, vous êtes nommé comme institution, avec des compétences et avec des missions précises. Et à ce niveau, cela ne vous donne pas des compétences d'apprécier la Constitution, parce que même la mission de l'informateur est constitutionnelle. Vous voyez? Et donc, à ce niveau-là, on ne peut pas conclure au changement, on ne peut pas, comme je l'attends, ou à la révision de la Constitution, comme on a évoqué. Alors maintenant, s'il faut lire l'article 220 de la Constitution, cet article dit ce qui suit. Que la forme républicaine, le principe de suffrage universel, la forme de représentativité du gouvernement, le nombre et la durée, parce que c'est là où j'ai compris un peu l'importance de la révision constitutionnelle telle qu'évoquée actuellement. On dit la forme et la durée du mandat du président de la République, parce que de ça qu'il est question principalement, ne peuvent pas faire l'objet de la révision constitutionnelle. La durée et le nombre du mandat du président de la République, on ne peut pas le réviser. Même si on n'est pas dans un état, j'ai évoqué l'état de siège, l'état d'urgence, l'état de guerre, mais même si on n'est pas dans cette hypothèse-là, on ne peut pas réviser les matières qui sont prévues à l'article 220. Parce que, en réalité, la Constitution du 18 février 2006 contient à son sein une partie souple, c'est-à-dire une partie révisable, et une partie et donc intangible, des dispositions intangibles qu'on ne peut pas réviser. Et à l'occurrence, ou dans les cas d'espèce, les dispositions, les matières qui sont prévues, qui sont verrouillées dans l'article 220, dans laquelle on trouve les mandats et la durée du président de la République. Et donc, madame, la révision de la Constitution, cela n'est pas une question qu'on peut se poser, parce que le Constitution lui-même prévoit les mécanismes, mais on ne peut pas réviser n'importe quelle
matière et on ne peut pas réviser n'importe quand la Constitution. Est-ce que la révision de la Constitution peut aussi entraîner au changement de la vie sociale d'un peuple? C'est ça aussi la question très fondamentale. Pourquoi doit-on réviser la Constitution? Parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des démarches objectives. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les initiateurs de cette procédure-là vous ont dit aujourd'hui que la démarche ou l'objectif à atteindre, c'est le développement. Je n'ai pas entendu cela. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, la Constitution, comme je l'ai évoqué par ailleurs, je lui dis que nous n'avons pas en réalité le problème des textes. C'est vrai, c'est un texte qui peut être perfectionné au regard de réalité, au regard de besoins, ainsi de suite. Mais est-ce qu'à ce jour, c'est ce qui préoccupe les Congolais? Parce que nous avons des institutions, nous avons des questions très fondamentales à régler. Par exemple, donner du courant au peuple. Par exemple, donner de l'eau au peuple. Donner à manger. Donner du travail. Ce sont des droits constitutionnels. Ce sont des droits fondamentaux. Et je ne pense pas que cette constitution du 18 février 2006 ne prévoit pas ces droits-là. Et nous avons besoin d'être garantis à ces droits. Nous avons besoin que ces droits soient effectifs, que nous puissions avoir, n'est-ce pas, ces droits à live, le vivre. Nous devons avoir des routes, nous devons avoir de l'eau, nous devons être scolarisés, nous devons avoir l'accès au travail, l'accès à un environnement sain et propice. Le constituant originaire avait prévu tous ces droits-là. Et je ne pense pas que la mise en œuvre de ce droit est conditionnée par la révision de la Constitution. Et donc, les critères objectifs doivent guider. On veut résoudre quel problème? C'est ça. Est-ce qu'on a besoin maintenant d'avoir un président qui reste à la tête du pays 10 ans, 20 ans, et ça résout quel problème? Ça ne résout aucun problème. Et les gens peut-être que ne comprennent pas qu'il y a des principes fondamentaux qui gouvernent au fonctionnement d'un État. Notamment les principes de la continuité des services publics. Vous n'avez pas besoin de faire 10 ans à la tête du pays pour organiser. Les problèmes chez nous aussi, on veut tout personnaliser les choses. Même le programme du gouvernement, on veut personnaliser. Non. Le programme du gouvernement, les actions du gouvernement doivent être institutionnalisées. De telle sorte que, si aujourd'hui Justin Okoto, président de la République, il sait que non, je dois jouer mon rôle pendant 2 ans, et si en 2 ans je n'atteins pas les objectifs, Maître Ngoï qui vient me remplacer doit continuer là où moi je me suis limité. Oui. Et c'est ça. C'est que nous voyons la continuité des services publics qu'on voit par ailleurs aux États-Unis, ainsi de suite. Vous n'avez pas besoin de faire 10 ans à la tête pour faire quelque chose. Posez la fondation. Celui qui vient vous remplacer va élever les murs. Celui qui vient par ailleurs, il va poser la toiture, et ainsi de suite. Nous n'avons pas besoin de nous interniser au pouvoir. Je vais vous poser 2 questions au sens contraire. La première, quand est-ce qu'on peut arriver au référendum et comment faire, comment arriver à revendiquer ou encore à s'y opposer contre la révision constitutionnelle? Oui, mais les mécanismes de référendum sont aussi fixés par la Constitution, madame. Il faut tout simplement se référer à l'article 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé le 20 janvier 2011, qui dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et le deuxième alinéa de cette disposition, il dit tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection, ou indirectement par ses représentants. Et donc,
les mécanismes de référendum, les mécanismes d'élection sont aussi fixés par la loi organique. C'est comme je l'ai relevé, je l'ai dit que la Constitution pose des fondamentaux qui sont détaillés dans des lois organiques et ordinaires. Et dans le cas d'espèce, nous avons la loi sur le référendum depuis 2006 et qui connaît des modifications. Et la dernière modification, si je ne me trompe pas, c'est en 2016 où on avait, 2018 je crois, avant les élections, on avait révisité la loi électorale et la loi référendaire. Et donc, ces mécanismes-là, parce que les référendums, en réalité, c'est quoi? C'est une consultation populaire. On consulte le peuple, comme je l'ai dit à l'article 5, parce que ce peuple-là, qui est le détenteur originaire du pouvoir, on doit le consulter s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord à la révision constitutionnelle. Et pas au changement. Parce que la Constitution ne prévoit pas les mécanismes de changement constitutionnel. Et s'il faut changer la Constitution, comme je vous ai dit, alors là, on n'est plus dans les procédés constitutionnels. Il faudrait maintenant qu'on fasse un coup d'État. Ah bon? Oui, on fait un coup d'État constitutionnel. Ça peut être, c'est pas forcément prendre les armes. Okay. C'est-à-dire que ça c'est un procédé, je m'éloigne un peu, je m'écarte un peu de la démarche juridique, mais je suis dans une démarche purement politique. Ici, vous pouvez dire, par exemple, comme on l'a dit, on les soutient actuellement, que non, il faut à tout prix, parce qu'il y a crise de légitimité, il y a crise de ceci, cela, il y a des revendications, il faut faire la table rase. Et on doit dialoguer et faire passer à la transition sans le président de la République, par exemple. La transition n'est pas une méthode ou un mécanisme constitutionnel ou légal. Mais vous pouvez, dans une démarche politique, arriver à cela. Et vous partagez, vous dites non, aujourd'hui pas question du président de la République, pas question des institutions. Là, vous faites ce qu'on appelle le coup d'État parce que vous êtes dans un régime d'exception. Et comment faire échec? Pardon? Comment arriver à faire échec à ça? Non, mais l'article 64 aussi le prévoit. Si on est dans une démarche constitutionnelle, il faut que le peuple revendique et s'oppose à la prise du pouvoir par les mécanismes non constitutionnels et non démocratiques. Et donc, là, c'est l'article 64 et c'est visible. Et donc, quand on évoque ces mécanismes dans une démarche constitutionnelle, ça veut dire que nous sommes à l'intérieur de la Constitution. Et si on est dans l'intérieur de la Constitution, on ne peut pas prévoir les mécanismes de changement des constitutionnels, des changements de la Constitution, parce que là, cette méthode-là, cette technique-là, n'est pas prévisible dans la Constitution. Mais la révision, elle est là, mais limitativement dans les dispositions révisables. Et voilà, on a assez parlé sur la révision de la Constitution, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez quand même retenu quelque chose de la part de notre invité de ce soir. Mais aujourd'hui, il y a cette question des arrestations arbitraires, en tout cas, qui bat son plein. Expliquez-nous un peu, c'est quoi l'arrestation arbitraire? L'arrestation arbitraire, c'est une arrestation qui est hors procédure, en réalité. Parce que quand on parle de l'arbitraire, c'est-à-dire ce qui est contraire à la loi, ce qui n'est pas conforme à la procédure établie. Alors que ça fait partie des droits fondamentaux. Lorsque une personne est interpellée ou est sous l'effet d'une accusation, cette personne-là ne peut pas être maltraitée. Il garde tous ses droits fondamentaux. En tant que présumé innocent. En tant que présumé innocent. Et donc, ici, il est à l'abri de toutes sortes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lorsque vous êtes sous l'effet de l'accusation, par exemple, pour tel ou tel autre fait, on vous reproche d'avoir volé, violé, parlé, offensé, comme on le voit. Ce sont des mécanismes qui sont prévus par la loi pénale. Et lorsque vous êtes accusé, il y a des mécanismes, il y a des procédures. La loi voudrait que la personne qui est sous l'effet d'une accusation soit invitée à comparaître devant les magistrats ou devant l'officier de police judiciaire qui a le dossier.
pour être entendu du chef de son accusation. Et là, vous êtes aussi traité avec dignité et humanité. Nous constatons aujourd'hui on vient arrêter une personne. Des fois, c'est peut-être la première invitation. On vient, on te prend sans dignité, on saccage votre maison, on est en train de te filmer par les mêmes policiers. C'est quoi ça? Oui, mais c'est une violation. Et en réalité, ce sont vraiment des dérives. Et en réalité, c'est l'État qui engage sa responsabilité. C'est comme nous l'avons évoqué dans notre introduction, qu'en réalité, le droit doit être appliqué. C'est aussi un volet qu'il faut relever. Il y a une entorse procédurale à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que quand on accuse quelqu'un, même s'il y a mandat d'amener, vous le prenez et vous l'amenez devant une autorité compétente qui a la charge. Parce que même si on est poursuivi, madame, permettez-moi que je vous dise, vous savez, il y a certains actes des procédures qui ne sont prévus nulle part. Par exemple, l'avis de recherche. Je me pose la question, quelle est la nature juridique de l'avis de recherche? Quel est le texte juridique qui prévoit l'avis de recherche? Mais dans la pratique, on voit ça. Cette question, on veut arrêter quelqu'un, déjà la convocation est sur les réseaux sociaux, même le concerné n'est pas au courant. Oui, mais c'est ça justement. C'est comme ça qu'il y a l'inefficacité même de la procédure qui, du reste, doit être secrète. La procédure préjuridictionnelle. Parce qu'ici, nous sommes dans une phase avant d'atteindre le juge. On est ici au niveau, par exemple, de la police, au niveau du parquet. Nous voyons, il y a des actes de procédure, on émet un mandat de comparution avant même que ces mandats n'arrivent devant la personne qui est accusée, les réseaux sociaux. Qui les fait? Ce sont des agents qui travaillent dans ces circuits-là. C'est pourquoi il faut qu'il y ait vraiment des formations. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut et qui il faut mettre à ces niveaux-là. Et donc, je vais un peu revenir pour dire que la question d'arrestation arbitraire, et d'ailleurs, vous savez que c'est une infraction, le fait d'arrêter quelqu'un arbitrairement et de le détenir aussi illégalement, c'est une infraction. Seulement, les gens ne sont pas appelés à activer. Lorsque, par exemple, on vous arrête et on vous détient dans des conditions non prévues par la loi, vous avez le droit d'initier une procédure contre l'auteur ou les auteurs de ces actes-là. Quelles sont les juridictions? Oui, mais quand je vous dis par exemple que lorsque vous êtes détenu illégalement, vous avez le droit d'initier la procédure devant soit les parquets, soit devant les tribunaux par voie de citation directe. Vous démontrez que non, voilà, je n'aurais pas dû être détenu, mais moi on m'a détenu. Je n'aurais pas dû être arrêté de cette manière-là, mais moi, on m'a arrêté. Et en ce moment-là, c'est aussi un mécanisme juridictionnel de revendication de ce droit-là. Tellement les gens ne sont pas... Parce qu'il y a des gens, des fois, on arrête quelqu'un comme ça, pour rien, on les détient, et à la fin, on lui dit non, allez. Non, en tout cas, on ne trouve rien sur toi. Il y a des ordonnances de mise en détention. Par rapport à cette question de détention, quelqu'un peut faire combien de jours dans le geôle de l'ANER, au cachot, au sein de la police et puis au parquet? À la police, il faut 24 heures. 24 heures. Dans les 48 heures, vous l'avez dit, vous devez être conduit directement devant l'officier du ministère public. Parce que les officiers de police judiciaire sont les yeux et les bras ou les pieds, si je peux me permettre de le dire, du parquet. Alors, vous arrivez là-bas, vous avez dans les 48 heures, vous devez auditionner, mener des enquêtes préliminaires pour voir dans quelle mesure vous pouvez enrichir vos recherches parce que vous êtes là pour rassembler les éléments des infractions. Et vous allez les soumettre à l'autorité hiérarchique qui est ici le parquet, le procureur. Alors, au niveau du parquet, vous arrivez dans les 5 jours de votre détention,
On doit clarifier votre situation. Et si dans les 5 jours, la situation n'est pas clarifiée, le procureur, l'officier du ministère public, doit solliciter, doit présenter dans les 5 jours l'inculpé. Et même à ce niveau-là, vous n'êtes pas... vous êtes... Il y a, parce qu'au niveau de la police, les dénominations changent, vous êtes suspect. Et au niveau du parquet, dans les 5 jours, vous êtes inculpé. Et aussi, dans les 5 jours, si on n'arrive pas, le ministère public qui pense que il a toujours besoin de vous détenir pour des raisons de rassemblement des éléments pour vous charger devant les tribunaux, il doit vous présenter dans la chambre du conseil. C'est-à-dire qu'il ne peut pas continuer à vous détenir indéfiniment. Mais apparemment, toutes ces procédures-là sont toujours biaisées. Hein? Oui, mais c'est biaisé. Alors, biaisées. Si la procédure est biaisée, vous êtes dans une situation de détention illégale. On vous retient, vous faites peut-être 5 jours au parquet, au cachot du parquet, et c'est par après. Si ce n'était pas au parquet, c'est à la DEMIAP ou encore 21 jours dans les géoles de l'année. Oui. On vous transfère directement. À Makala, vous faites 6 mois sans être jugé. Vous voyez, mais c'est ça justement, c'est comme ça que nous sommes en train de décrier qu'en réalité, lorsque toutes ces procédures-là ne sont pas suivies, vous tombez dans une démarche, dans une situation d'irrégularité. Et ça peut donner lieu soit à la détention illégale et dans des conditions d'arrestation arbitraire. Parce que, par exemple, quand on vient vous arrêter, hein, parce qu'on est en train de parler, quand on vient vous arrêter, la Constitution vous dit, la loi vous dit que vous devez immédiatement être informé des motifs de votre arrestation. On doit vous dire non. Madame, vous êtes arrêtée pour vol. Directement. Quand vous êtes là, vous êtes en état d'arrestation parce que on vous accuse d'avoir été voleur, par exemple. Ou d'avoir violé. Ou d'avoir fait... le motif doit être informé. Je m'offusque au mécanisme là. Même les magistrats, on le voit. Non, le motif de votre arrestation sera... vous serez fixé de votre motif d'arrestation sur place. Non. C'est une violation du droit fondamental. Parce que vous devez être informé immédiatement des motifs de votre arrestation. Alors lorsque vous êtes... on n'arrive pas à vous informer de votre motif parce qu'il faudrait que la population comprenne toutes ces choses-là. Ce sont des droits que nous n'arrivons pas à exploiter. Lorsqu'on vient vous arrêter, on doit vous informer. Sinon, ne partez pas. Deuxièmement, quand on vient vous arrêter, les gens qui doivent vous arrêter doivent se présenter. Ils sont qui? Le comble, il ne se présente pas. Voilà, ils doivent se présenter. Ils viennent avec des grimaces. Oui, parce que maintenant, vous pouvez risquer d'être devant les bandits, et ainsi de suite. Ils doivent se présenter. Et non, voilà, nous sommes agents, par exemple, de la police, nous sommes agents du parquet, on est là pour tel motif, il y a ceci, on vous explique, et vous partez avec eux. En dehors de la présentation, en dehors de l'explication du motif, ils doivent aussi être menus des actes de procédure. Parce que c'est fréquent à la police, hein. Il suffit seulement, quelqu'un se présente à la police, non, avant même qu'on émette n'importe quelle procédure, directement on envoie la police pour vous arrêter. Quelqu'un pour avoir eu une dette qui a mis du temps. C'est une interdiction formelle. Ah bon? Il n'y a pas d'arrestation pour dette. C'est une question d'ailleurs civile. Et l'article 61, permettez-moi, je vais vous lire cette disposition, c'est quand même important. L'article 61 de la Constitution du 18 février 2006 dit ce qui suit. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou d'urgence aurait été proclamé conformément à l'article 85 et 6 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux ci-après. Ça, c'est l'article 61. Et parmi ces principes, je vous épargne de tout détail, votre temps étant précieux, il est dit dans
dans le point 6, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Bon. C'est-à-dire, même si vous êtes dans un état de siège, c'est-à-dire un état de siège, c'est un état d'exception, non? Exception. Vous n'êtes pas dans une situation normale. C'est-à-dire, le constitution démontre la gravité. Que si on ne peut pas arrêter les gens pendant l'état de siège ou de guerre, en plus forte raison pendant l'état normal, dans une situation, dans un état normal. Mais c'est ce qui s'est fait fréquemment. Alors, quand quelqu'un est arrêté pour une dette, il est emprisonné pour une dette, c'est une violation de cette disposition constitutionnelle. Et partant, cette personne-là est fondée, parce que son arrestation n'est pas justifiable, d'initier une procédure contre les services qu'il a arrêtés. Alors, il arrive aussi, dans certains cas, on vous arrête, mais il n'y a pas de plaignants. Oui, bon, ça peut s'expliquer. Parce que, en fait, en réalité, la police et les parquets, ils sont là pour la recherche des infractions et des auteurs de ces infractions-là. C'est ça la mission même. C'est ça l'article même premier du code de procédure pénale qui fixe ces questions-là. Et si vous lisez aussi la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vous verrez les missions des agents de la police, et les APJ et les magistrats. Donc, lorsque une disposition de la loi pénale est violée, c'est l'ordre public qui est troublé. Vous n'avez pas besoin de plaignants. Il suffit seulement que la police, il suffit seulement que les magistrats aient connaissance d'une entête à la loi pénale, il peut déclencher l'action publique. Vous n'avez pas besoin du plaignant. Le plaignant vient pour ses intérêts privés, pour être réparé, parce que l'effet pénal est là, porte préjudice à ses intérêts privés. Et donc, c'est autrement, quand on est devant le tribunal, on appelle cette partie-là la partie civile. Il s'est joint à l'action pénale du ministère public, qui est l'organe poursuivant, pour que lorsqu'on va dire que non, voilà, l'auteur est condamné et que les faits préjudiciables des infractions ou des actes posés par cet auteur-là soient en même temps, la réparation soit en même temps ordonnée par le tribunal pénal. Et donc, c'est comme ça que vous n'avez pas la notion des plaignants. Vous pouvez dénoncer un fait. Et si les faits sont avérés, le parquet peut se saisir et mener à toute indépendance et les actions. Vous n'avez même pas besoin d'arrêter quelqu'un. Parce qu'en réalité, l'arrestation, c'est une mesure exceptionnelle. Mais le principe, c'est la liberté. Même si vous êtes sous l'effet de l'accusation, on ne peut pas vous arrêter dès lors que votre fuite n'est pas à craindre, dès lors que votre identité n'est pas douteuse, dès lors qu'il n'y a pas des indices sérieux de culpabilité, parce que c'est ça les trois conditions, encore que la notion, parce que c'est là où les magistrats véreux qui aiment à tout prix arrêter, ils s'accrochent à l'indice sérieux de culpabilité. Mais c'est quoi l'indice sérieux de culpabilité? Ils n'arrivent pas, parce qu'il n'y a pas de définition quant à ça. Voilà pourquoi il y a aussi des réformes qu'il faut envisager dans ce sens-là, parce qu'il y a des magistrats qui s'accrochent à ça pour commencer, pour justifier des arrestations, comme s'ils sont en train d'appliquer la loi, alors qu'en réalité, les objectifs ne sont pas ceux de l'application de la loi, mais en réalité, ils sont là pour des combines dans le seul but de venir par la suite chercher à avoir des frais pour la liberté provisoire, et ainsi de suite. Maître, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il arrive, cette question, je peux avoir raison. Oui. Mais la personne se précipite d'aller m'accuser. Mais arrivé à la justice, on lui donne raison. Oui, mais c'est ça aussi ce que nous décrions parmi les vices ou parmi les mots, si je peux le dire.
parmi le mot de la justice actuellement. Les mots, je parle de pluriel des mal, en fait. Qu'il faut guérir, qu'il faut soigner. Il y a le problème de la corruption. Vous avez entendu, la Cour de cassation venait de condamner 3 hauts magistrats pour la corruption, ainsi qu'un avocat aussi, qui était condamné. Il y a eu des peines, ainsi de suite, qui sont prononcées il n'y a pas 48 heures. C'est-à-dire qu'en réalité, la notion de l'indépendance et de l'impartialité doit gouverner les magistrats ou, en général, tous les acteurs qui constituent le pouvoir judiciaire. Vous êtes là pour départager, pour dire le droit. Les magistrats ne rendent pas service. Les magistrats disent le droit. Et dire le droit, c'est prononcer la loi. Parce que le magistrat n'est qu'une bouche qui prononce la loi. La loi dit ceci. Et d'ailleurs, l'article 150 de la Constitution du 10 février 2006 dit que le juge dans son office, c'est-à-dire au moment où il fonctionne, n'est soumis qu'à l'autorité de la loi. Il n'est pas soumis à l'autorité du président de la République. Il n'est pas soumis à l'autorité du gouvernement. Il n'est pas soumis à l'autorité de qui que ce soit, mais il est soumis à l'autorité de la loi. Et donc, il doit être libéré de ces carcans féodales-là, des impressions, des injonctions, ainsi de suite. Non, au moment où il dit le droit, il regarde. Qu'est-ce que la loi dit? Et c'est ça même la notion de l'indépendance du pouvoir judiciaire qu'on a tenté lors de la révision de la Constitution en 2011. On a essayé un peu de justifier cette indépendance en révisant l'article 249 de la Constitution, parce qu'on a estimé qu'il faut détacher les parquets de cours et tribunaux, parce que le parquet étant dépendant du ministère de la Justice. Non, l'indépendance n'est pas seulement textuelle. L'indépendance est liée aussi, l'indépendance est liée aussi à l'individu. L'indépendance vis-à-vis du pouvoir public, l'indépendance vis-à-vis des parties au procès, l'indépendance vis-à-vis de toute influence. Donc le juge ne peut être soumis, non pas aux gens, mais il est soumis dans son office qu'à l'autorité de la loi. Il regarde avec impartialité, il regarde qu'est-ce que la loi dit. Est-ce que réellement cette personne a raison ou pas? Alors, s'il faut répondre aussi à la question, ces juges-là qui donnent la raison à la place du tort à l'un ou à l'autre n'est pas aussi à l'abri. Ces juges aussi peuvent faire l'objet de poursuites judiciaires. Ah bon? Oui. Ils peuvent faire objet de poursuites judiciaires pour déni de justice, par exemple. Parce qu'il a refusé d'appliquer la loi. Oui, aussi, sur le plan disciplinaire, il y a aussi des procédures qui sont prévues devant le Conseil supérieur de la magistrature. Vous avez aussi des mécanismes aussi juridictionnels, comme par exemple la prise en partie devant la Cour de cassation. Lorsqu'il y a un juge qui, visiblement, il est démontré qu'il devait faire ceci, mais il ne l'avait pas fait de façon intentionnelle. On parle de dol. Lorsqu'il y a un dol qui est avéré dans sa manière de rendre justice, vous pouvez saisir la Cour de cassation par la procédure de prise en partie. Et lorsque la prise en partie est fondée, ce juge-là sera sanctionné. On peut prononcer une peine contre lui. Et tout comme la conséquence aussi, la décision qui avait été rendue sera déclarée nulle. Nous voyons souvent un avocat, s'il y a un problème, il est rayé par l'ordre des avocats, alors le juge est révoqué. Oui, il y a des sanctions, par exemple la révocation, par exemple les blâmes, on peut aussi vous priver les salaires. C'est parmi des sanctions administratives qu'on peut infliger au juge lorsqu'il se retrouve devant telle ou telle autre situation. Tout dépend. Même nous aussi, les avocats, nous n'avons pas seulement la radiation,
la radiation comme peine ou comme sanction. Mais apparemment, chez les avocats, ça devient comme un règlement des comptes. Hein. À chaque fois, il y a un moindre peur, quelqu'un radié, Oui, bon, c'est pas un règlement de C'est pas un compte. règlement des comptes. C'est pas un règlement de compte. Bon, tout dépend de l'objectivité avec laquelle la décision avait été prise. Vous pouvez aussi avoir raison parce qu'il y a aussi des règlements de compte, ça, ce n'est pas exclu. Mais en réalité, dans notre déontologie, je suis de la Gombe et j'ai appris que l'avocat est soumis au régime d'infraction indéterminée. Ça veut dire le principe d'égalité de peine et des infractions ne sont pas applicables. Parce que chez nous, tout fait qu'un avocat commet, il revient à l'appréciation du Conseil de l'ordre d'apprécier ces faits-là souverainement. Je peux avoir un problème avec ma femme. Et ma femme porte plainte devant le Conseil de l'ordre. Il me dit non, voilà, Maître Justin m'a frappé, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Le Conseil apprécie souverainement pour dire non, mais l'avocat qui doit être quelqu'un de dignité et qui a porté la main sur la femme ou qui a injurié ou qui a fait ceci. Donc, au regard de ces faits-là, au regard de la gravité des faits, on lui applique telle peine. Ça peut être la réprimande, ça peut être le blâme, ça peut être la suspension, ça peut être aussi la radiation. Tout dépend de l'appréciation du Conseil de l'ordre. Ceci nous invite, nous, avocats, de travailler avec dignité. Parce que vous voyez aujourd'hui, il y a des avocats aussi qui sont dans des combines. Nous sommes dans beaucoup de choses. On est là, on est en train de faciliter des choses. Et ce qui n'est pas aussi bon. Parce que nous sommes aussi partenaires, nous sommes aussi acteurs de la justice. Et nous devons aussi prêcher par l'exemple. Nous devons accompagner, on doit traiter les choses avec précaution. Vous ne pouvez pas gagner des décisions par de fraude. Vous ne pouvez pas entrer dans des combines parce qu'il faut gagner la vie. Non, nous devons gagner la vie honnêtement. C'est comme ça que, en réalité, nous avons des avocats et nous avons aussi des parasites. Il y a des gens qui sont venus dans la profession parce qu'ils sont avides de gagner la vie, avides de gagner l'argent. Mais il y a aussi des gens qui sont avocats, en réalité, parce que c'est ça aussi la passion. Ils sont passionnés. Le magistrat est préséant à un avocat? Non, il n'y a pas de préséance, c'est parce qu'en réalité, nous ne sommes pas de même ordre. Nous avons des différents. Nous sommes de l'avocature, nous avons notre ordre, et ils sont de la magistrature. Okay. Et ils ont aussi leur ordre. Donc la question de la préséance ne s'apprécie qu'au sein de l'ordre. Et nous, par exemple, pour nous les avocats, nous avons des préséants. Les préséants, ce sont principalement les gens qui occupent des fonctions ordinales. Par exemple, vous avez les bâtonniers, vous avez les membres du Conseil de l'ordre. Vous voyez, ce sont des préséants. Et vous avez également, en termes de préséance, les gens qui ont accédé à la profession avant vous. Okay. Donc, les gens qui sont des aînés dans la profession, ce sont des préséants. Et souvent, même quand on est au tribunal, lorsqu'il faut en matière pénale principalement, lorsqu'il faut appeler les affaires, on commence par les aînés dans la profession. Les préséants, les gens qui ont prêté serment ou qui sont nés, s'il faudrait le dire, professionnellement avant vous. Les aînés scientifiques. Les aînés scientifiques, les aînés professionnels. C'est mieux, les aînés professionnels, parce que la science, c'est autre chose. Parce que vous pouvez être aussi en face d'un aîné qui ne maîtrise pas aussi quelque chose, mais bon, en réalité, sur le plan de la prise de parole ou des privilèges qui sont attachés à cela, on donne la primaire à ces aînés-là de pouvoir faire appeler leurs affaires avant vous. Et voilà, nous tendons déjà vers la fin de l'émission. J'aimerais un peu que vous puissiez nous expliquer, juste à court terme, brièvement, qui peut être déféré devant la Cour constitutionnelle, devant la Cour de cassation et la Cour d'appel. Oui, c'est vraiment important de clarifier les compétences de chaque juridiction. En réalité, dans notre pays, nous avons principalement des ordres juridictionnels. Nous avons l'ordre judiciaire qui est
coiffé, ou qui a au sommet la Cour de cassation. Et vous avez de l'autre côté l'ordre administratif et qui a au sommet le Conseil d'État. Parce que vous n'avez pas fait mention, et je voudrais vraiment qu'on précise ça. Et vous avez, dans tout ça, vous avez la Cour constitutionnelle, qui est, bon, il y a un débat doctrinal à ce sujet, parce qu'il y a d'autres qui le qualifient à un troisième ordre juridictionnel. Alors que le professeur Louzolo dit que pour qu'il y ait un ordre juridictionnel, vous devez avoir des juridictions inférieures qui constituent cet ordre-là. Malheureusement, la Cour constitutionnelle, à la base, n'a pas de juridiction. Vous voyez, alors que dans l'ordre judiciaire, vous avez les tribunaux de paix. C'est là où, généralement, lorsqu'il y a des questions de divorce, on part là-bas, même si vous êtes président de la République. Ce n'est pas la Cour constitutionnelle qui va prononcer votre divorce. C'est le tribunal de paix. Ah bon? Oui. Même si vous êtes ministre, c'est le tribunal de paix. Donc, le tribunal de paix, c'est vraiment une juridiction qui est à la base. Vous avez les tribunaux de grande instance, vous avez la Cour d'appel et vous avez la Cour de cassation. Il en est de même aussi, j'ai oublié d'évoquer aussi, il y a des juridictions aussi spécialisées, par exemple comme les tribunaux pour enfants. Vous avez également les tribunaux de travail, vous avez également les tribunaux de commerce. Et tout ça, ça fait partie de l'ordre judiciaire. Et vous avez l'ordre administratif. L'ordre administratif, vous avez les tribunaux administratifs, vous avez le cours administratif d'appel et vous avez le Conseil d'État, pour aller un peu vite. Donc, dans chaque échelon, il y a des décisions, il y a des personnes, au regard de leur qualité et de leur statut, il y a des compétences qui sont définies. Et là, à ces sujets, peut-être qu'il faut revoir chaque loi qui prévoit les compétences. Mais s'il faudrait parler de la Cour de cassation, la Cour de cassation, principalement, les gens qui peuvent être déférés devant la Cour de cassation, vous avez les ministres, par exemple en matière pénale, vous avez les ministres, les membres du gouvernement de manière générale, vous avez les présidents des assemblées, et vous avez les députés nationaux. Ils sont justiciables. Après coup, il y a des mécanismes pour aboutir à ça, parce que tous ces gens-là que je viens de citer bénéficient aussi des privilèges. Vous voyez, ils bénéficient aussi des immunités de... Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. C'était vraiment une matière. Aujourd'hui, on a parlé du droit. Maître, votre mot de la fin. Merci beaucoup, madame, pour cet échange scientifique. Je suis très content d'être invité par votre plateau le plus suivi. Et je suis vraiment ému de compassion pour votre jeune sœur, notre sœur qui nous a laissés. Mais toutes les questions que nous venions de relever, tout ce que je demande, c'est que dans les secteurs de la justice, il faut vraiment une dose de prise de conscience dans tous les secteurs, et tous les acteurs de la justice doivent vraiment sont appelés vraiment à travailler là-dessus. Parce que, madame, il y a quelque chose que peut-être nous avons oublié. Prochainement, nous allons l'évoquer, toujours en matière de réflexion, d'études et d'actualité. Nous n'avons même pas de bibliothèque pour ces ressourcer. Vous pouvez entrer devant un tribunal ou devant un parquet, mais il n'y a pas de bibliothèque. Les magistrats n'ont pas même des outils, alors qu'on est censé être actualisé. Et donc, c'est un conseil que je donne à tout le monde, que nous devons prendre notre temps pour étudier les lois et une dose de conscience pour bien appliquer ces lois. Merci pour votre invitation. Merci, maître. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je termine par ce communiqué nécrologique. Les familles Koyangele, les familles Yakoulé ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille, sœur au nom de Jocelyne Koyangele Yakoulé, qui a tiré sa révérence suite d'une intervention chirurgicale ce mardi à 20h. Dieu a donné, Dieu a repris. Le programme vous sera communiqué prochainement. Merci à Roni Mandila, merci à des anges, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu protège son peuple
Au revoir, Inch'Allah.